Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau live du monde moderne, encore sur le sujet des Gilets jaunes bien évidemment, puisque c'est une nouvelle manifestation, c'est l'acte 4, et encore une manifestation à Paris et dans plusieurs villes de France, avec cette fois-ci surtout une manifestation des forces de l'ordre, qui étaient extrêmement nombreuses, voire plus que les Gilets jaunes, presque on va dire, pour montrer la force de l'État. Un dispositif policier inédit avec des chars dans Paris, avec plusieurs compagnies de gendarmerie, la BAC et les forces CRS. Tout ça pour contrôler une situation qui devait être explosive, alors qu'on a vu, et vous le verrez dans ces images, plusieurs gilets jaunes qui manifestaient pacifiquement, qui comptaient simplement montrer leur détermination à se faire entendre et à continuer un mouvement pour faire valoir leur droit à un impôt juste et à finir le mois sans avoir à faire des découvertes bancaires. C'est l'idée, l'émission de ce soir, du coup elle est en trois parties. D'abord on va parler de la violence, puisque ça a été le thème qui s'est imposé dans tous les médias cette semaine. Ensuite on va parler de la revendication, des revendications des Gilets jaunes, et on va conclure avec cette question, quoi pour la suite? C'est parti. Les images de violence toute la semaine se sont imposées dans les médias. On les a vues, la Porsche retournée et brûlée en plein milieu de Paris, ou les poteaux, les panneaux de signalisation qui étaient mis par terre pour créer des barricades sur les Champs-Élysées. On en a parlé toute la semaine, et nous, aujourd'hui, on allait voir des Gilets jaunes, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la violence. Voilà leur réponse. Je cautionne pas les violences, mais par contre, je pense qu'on n'obtiendra rien s'il n'y a pas de violence. Alors je ne vais pas faire l'apologie de la violence, parce que sinon je vais être mis en garde à vue. Mais déjà là, on nous oblige à plus l'ouvrir, à avoir peur de tout ce qu'on dit. À l'instant, les gens qui étaient devant, moi j'étais pas devant, hein, mais les gens qui étaient devant nous ont dit, on chantait la Marseillaise, on l'a chanté un peu fort. Donc ils ont commencé à envoyer des bombes assourdissantes pour énerver le peuple, enfin les gens. Et en fait, après ça, comme ça continuait à avancer vers l'Arc de Triomphe, est-ce qu'ils ont pris peur? Ils ont balancé quelques bombes lacrymogènes, chose qu'on nous a retiré les masques, on nous a retiré nos lunettes. Ils vous ont retiré les masques? Ah oui, partout, dans tous les métros, dans tous les RER, c'est le contrôle. Là en bas, c'est le contrôle. On vous prend tout. On vous prend le masque, on vous prend les lunettes, mais on vous envoie des lacrymos. Et les pauvres policiers, je les plains de tout mon cœur. Ils sont là pour faire un travail et c'est pas vraiment celui-là. C'est pas pour celui-là qu'ils ont fait. Alors on aura beau entendre tout ce qu'on veut, être flic aujourd'hui, c'est pas simple. Ça doit pas être facile dans leur tête. Et oui, pauvres policiers, c'est eux aussi qui sont dans la rue depuis des semaines pour tenir les foules et loin de l'Élysée. Ces policiers qui essayent de négocier avec leurs syndicats auprès des pouvoirs publics et de l'intérieur pour se faire payer 26 millions d'heures supplémentaires non payées, pour demander des équipements neufs. On a vu ces chars qui étaient là pour enlever les barricades, qui sont des chars récupérés à la gendarmerie pour tenter de montrer un peu les muscles, mais qui ne sont pas du matériel neuf. Et puis des policiers qui se demandent aussi à quoi sert toute cette violence. Et on a eu des chiffres aujourd'hui qui donnent le tournis, oui, notamment du côté des interpellations. C'est ça. Alors les interpellations, ce matin à 7h40, 150 personnes avaient déjà été interpellées à Paris du côté des Champs-Élysées. Et toute la journée, ça a augmenté. Par exemple, à 11h, 500 personnes étaient déjà interpellées, ce qui est gigantesque en vérité. Aussitôt le matin. À 17h, on en était à 673 interpellations, dont 551 gardes à vue. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de la taille de ces chiffres, mais c'est juste énorme. Et puis à 19h30, le dernier chiffre que j'ai noté, 1385 personnes interpellées et 1000 à Paris, dont 1000 à Paris. Donc c'était un peu la chasse aux manifestants aujourd'hui. C'était l'Eurovision même de l'interpellation, puisqu'à Bruxelles, 400 interpellations sur 1000 manifestants, avec des gilets jaunes qui se sont attaqués au Parlement européen. Donc on est là vraiment dans un système incroyable. On a fermé la frontière d'ailleurs cette nuit de minuit à 5h du matin entre la France et la Belgique pour empêcher des gilets jaunes d'aller à Bruxelles.
On est vraiment dans quelque chose d'inédit, de mise en scène du pouvoir, avec également l'humiliation. On a vu ces images des lycéens à Mantes-la-Jolie, oui. Et je crois que quelqu'un a quelque chose à nous dire à propos de ces images. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a interviewé pour parler de tout ça, d'abord Laura Pfister, qui est la vice-présidente de l'Union nationale des lycéens, et ensuite on a également reçu Maximilien Dardel, qui travaille dans le média Le Vent se lève, et ils nous ont parlé avec nous des violences, ils nous ont dit ce qu'ils en pensaient. Regardez. On a eu une première vague de violence qui était en fait vendredi dans certaines villes et qui n'était pas si grosse que ça. Donc on va dire une violence qui est habituelle, et ça a été en fait une escalade des violences. C'est chaque jour on apprenait des choses en plus, on apprenait des interpellations en plus. Chaque jour on avait quelqu'un qui était blessé ou quelqu'un qui avait été arrêté. Notamment on peut parler de Mantes-la-Jolie, qui est aussi, on va dire, le degré le plus fort de violence, en tout cas, et symbolique et physique, je pense, de la part de l'État. Quand on voit Mantes-la-Jolie, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont voulu faire transparaître, parce que c'est de l'humiliation, c'est à la limite de l'inconstitutionnel. On a porté plainte avec la Ligue des droits de l'homme contre l'État pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Ça a été déposé aujourd'hui. Donc là, on attend un peu ce qui va se passer, mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à ce qui arrive. Cette violence, elle procède du fait que le gouvernement n'a pas écouté les revendications d'une large partie de la population pendant très longtemps, qu'elle est restée murée dans son mutisme et que ça a créé une situation qui, de fait, a dégénéré. Une large partie des gens condamnent la violence, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'il faut regarder sur la violence, c'est la question de la légitimité de la violence. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un mouvement révolutionnaire au fond? C'est un mouvement où la légitimité de la violence change de camp. C'est-à-dire que la légitimité de la violence, elle appartient à l'État, c'est elle qui a le monopole de la violence légitime. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les revendications des Gilets jaunes sont tellement transversales, elles traversent tellement la société, elles sont tellement partagées par les gens, que même les violences qui ont eu lieu sur les Champs-Élysées la semaine dernière n'ont pas réellement coupé une large partie de la population des revendications des Gilets jaunes. À propos de ces violences, Le Monde Moderne, pendant 3 semaines, donc c'est la 3e semaine, a été sur le terrain. La première fois, on s'est donné rendez-vous à la station Georges V, qui n'était pas fermée, pas un contrôle, personne pour nous empêcher d'accéder aux Champs-Élysées. On avait un peu cette impression qu'on avait bien voulu nous laisser y rentrer, parce que c'est assez connu, quand la police veut boucler un périmètre, elle est largement capable de le faire. Ce jour-là, rien, et à 9h30 du matin, la place de l'Étoile était déjà bloquée, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient déjà plus, les voitures ne pouvaient déjà plus circuler dessus. Ensuite, ça je peux en témoigner, la 2e semaine, quand on a fait les 2h30 en direct, des grenades de désencerclement ont explosé pas très loin de moi, beaucoup de lacrymos, et la violence des CRS a été vraiment impressionnante, notamment place Saint-Augustin où j'étais. Cette violence, on en a également parlé avec Alexis Corbière, qui est député de la France Insoumise. Voilà ce qu'il a eu à nous dire sur le sujet. L'arrestation préventive, par définition, moi je ne suis pas d'accord. On se rappellera tous cette nouvelle de Philippe Cadic, c'est Minority Report, où dans une société futuriste, on arrête les gens, non pas par rapport à ce qu'ils ont fait, mais par rapport à ce qu'ils prévoient de faire. Bon, quand on regardait ça à l'époque, on trouvait que c'était un roman futuriste, et on se dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est en train doucement de se mettre en place. On nous a expliqué il y a 15 jours que c'était plus les gilets jaunes, c'était les chemises brunes, c'est quand même un ministre qui a dit ça, que c'était l'ultra-droite qui manifestait. Et sur les 200 personnes qui avaient été arrêtées, je crois, il y a 15 jours, il n'y en a pas un seul qui était militant de cette mouvance. Philippe Cadic, oui, et l'anticipation aussi. Moi, ça m'a fait penser à Soleil Vert, ce film où les foules sont emmenées à coups de tractopelles dans des bennes pour les enlever des rues, parce qu'on ne sait plus quoi en faire de ces gens qui demandent aussi à comprendre ce qui se passe dans un monde qui ne comprennent plus d'une violence rare. Donc c'est vrai qu'on est passé dans quelque chose d'autre, avec également, on peut se demander jusqu'où peut aller la violence d'État. On a vu Éric Drouet, ce chauffeur routier qui a été un peu emporté sur les plateaux télé et qui a dit « Et si vous arrivez devant l'Élysée, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites ?» Il fait « Évidemment, on rentre ». Et là, il risque, pour provocation à la commission d'un crime ou d'un délit, jusqu'à 46 000 € d'amende et 5 ans de prison pour un mot sur BFM. Ce qu'il en est d'Emmanuel Macron disant « Venez me chercher », est-ce que c'était là non pas à remettre en cause les institutions de la Ve République? Je vous laisse seul juge, mais on ne peut pas juger les gens sur des mots, simplement. On en a parlé avec Alexis Corbière. C'est ridicule. Écoutez, personne n'a considéré que lorsqu'il y a quelques mois, le président de la République avait dit qu'ils viennent me chercher. C'était, bien sûr, c'était métaphorique. Bon, et là, on reproche à un homme qui est un chauffeur routier, un homme entier, courageux, qui dit faut aller là où ça se décide, à l'Élysée. Un présentateur le provoquant un peu, lui dit qu'est-ce que vous ferez à l'Élysée? Lui répondant goguenard, on rentrera.
franchement, il n'y a rien de putschiste là-dedans et je vois qu'il y a quasiment des poursuites judiciaires. Enfin, tout ça ne va pas. Et nous, on doit, à la place qui est la nôtre, aussi dire attention, on n'accepte pas cette criminalisation du mouvement social, etc. C'est également le cas du député de la France Insoumise, François Ruffin, dont les services de la sécurité intérieure ont lancé une enquête pour sédition compte tenu de ses propos et vidéos. Donc on peut se poser la question effectivement de la liberté de parole et de la violence légitime de l'État. Et justement, Alexis, en parlant de la violence, il y a une remarque de cette femme qu'on a interviewée dans la rue qui m'a particulièrement interpellé. D'abord, on la regarde, ensuite on en parle. Vous vous rendez compte, vous trouvez ça normal? Une personne qui travaille 8 heures par jour et qui n'a même pas de quoi manger à la fin du mois. Et on vous dit maintenant, il faut acheter des bagnoles électriques, on va vous faire des petits crédits pas chers. Mais ils sont fous, on va payer toute notre vie. Cette gilet jaune vient de nous interpeller sur la violence sociale et je trouve que ça nous interpelle de façon générale plus largement sur la violence. Pourquoi? Parce que cette violence, à mes yeux, se joue en 3 étapes. D'abord, il y a la violence sociale dont elle parle, cette précarité et cette instabilité qui touche les gens au quotidien. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas forcément de CDI et la vie n'est pas facile. Ensuite, cette violence-là, elle passe dans la rue sur une deuxième étape qui peut être la violence des manifestants, celle qu'on voit, qui exprime le ras-le-bol social, qui exprime le ras-le-bol dans la société. Et on a une troisième étape de la violence, et c'est celle qu'on a atteinte, et qui est peut-être la plus dangereuse, qui est celle de l'État, qui, en essayant de maintenir l'ordre, fait intervenir les CRS. Et là, on est dans un basculement, une espèce de 4e étape, où on a même passé ce stade du maintien de l'ordre, et on a l'impression que la police, parfois, est utilisée, détournée de son premier rôle de protection de la population, et est utilisée pour protéger les élites qui gouvernent. La violence, c'est d'abord celle subie par les Gilets jaunes, une violence sociale, une violence de classe qui ne leur permet pas de boucler leur fin de mois, qui aussi leur fait peur sur quels sont les horizons qui se dessinent pour eux. Alors, la question sociale, elle est évidemment centrale dans les manifestations des Gilets jaunes, dans leurs revendications. Et cette question sociale, c'est ce qui fait ce fossé qui ne fait que se creuser entre d'un côté des élites qui ne veulent pas aborder la question sociale et uniquement la question économique, et de l'autre côté, un mouvement social qui, lui, a besoin de réponses et d'un avenir tracé. Pour la suite, nous allons parler justement des revendications des Gilets jaunes avec nos invités. Le mouvement des Gilets jaunes, pour le dire simplement, c'est un vaste bazar où on trouve tout et son contraire. Leurs revendications, elles sont très contradictoires. Certaines sont presque anticapitalistes, hausse du SMIC à 1 300 €, des retraites minimum 1 200 €, un plafonnement des hauts salaires, la retraite à 60 ans, la nationalisation du gaz et de l'électricité pour pouvoir baisser les prix. Nous demandons, et nous sommes plusieurs, c'est la démission du gouvernement actuel. Si aujourd'hui rien n'est fait, je pense qu'aux européennes, nous ouvrons le large chemin à l'extrême droite. Voilà. Moi, je verrais bien un général De Villiers à la tête du gouvernement. On nous entend pas, on nous écoute pas, mais on nous comprend pas. Aujourd'hui est en train de se constituer une assemblée citoyenne. Le but de cette assemblée citoyenne, c'est évidemment que le peuple soit représenté en haut, puisque aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, Jean-Michel Apathy a-t-il raison quand il dit que les Gilets jaunes, c'est un vaste bazar où on trouve tout et son contraire? Il y avait eu, la semaine dernière, vous vous en rappelez peut-être, une liste de 40 revendications des Gilets jaunes. Et cette semaine, il y en a eu d'autres, notamment une qui a particulièrement tourné de 12 revendications. Et à chaque fois, il y a certains points communs, quand même, sur l'augmentation des salaires, l'augmentation du niveau de vie, la baisse des charges. Alors, que veulent-ils vraiment? Pour commencer, on allait leur poser la question. Pour nous, c'est clair, il ne peut pas y avoir de justice sociale sans justice climatique et vice-versa. On a décidé de venir soutenir le mouvement des Gilets jaunes tout en continuant à affirmer notre point de vue qui n'est pas du tout contradictoire avec celui des Gilets jaunes. Si je suis là, c'est déjà pour mes enfants. Voilà, et pour rétablir la démocratie en France. Moi, j'ai un niveau de vie qui va très bien aujourd'hui, mais je serai toujours solidaire et je me suis battu pour... J'ai certains de mes collègues, je suis à la CGT, voilà. J'ai certains de mes collègues qui ne veulent pas venir parce qu'ils se disent qu'on a déjà fait des manifestations, les Gilets jaunes, ils n'ont rien compris. Moi, je dis, ils ont tout compris, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je les soutiendrai, même si la CGT ne veut pas les appeler. On a beau élire des gens de gauche, des gens de droite, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il y a les GOPÉ qui sont dictés par Bruxelles, qui sont appliqués par nos gouvernements successifs. Si on veut changer quelque chose, il faut sortir de l'Union européenne. Quand je vois qu'il y a des députés qui gagnent 7 000 € et ils ne sont même pas capables de se pointer à l'Assemblée nationale, c'est un peu honteux, quoi. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais l'argent, il y en a. Quand on compte 80 milliards chaque année qui sont fuités en France, donc il faut arrêter. C'est juste qu'on prend toujours les mêmes. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, ils font un peu ce qu'ils veulent. Regardez toutes les affaires qu'il y a en ce moment. Ça commence, mais on n'en parle plus.
C'est-à-dire l'affaire Benalla, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. L'affaire Fillon, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Sarkozy qui a dépensé des milliards pour sa campagne, des fausses factures qui ont été faites. Rien du tout aujourd'hui. Donc à un moment, il faut arrêter, il faut les dégager. Alors moi je viens, c'est pas pour moi, c'est pour mes petits-enfants, mes enfants, voilà, qui vivent à la campagne, où aujourd'hui on leur retire tout, pas de travail, pas d'argent. Je viens aussi pour qu'on remette, comment ça s'appelle ? Vous savez, l'impôt qu'on a retiré aux riches. L'ISF. L'ISF, voilà. On ne peut pas continuer comme ça, à avoir des gens qui sont pleins de fric et à qui on donne encore plus d'argent. Je souhaite que ce soit des gens normaux qui soient à l'Assemblée, qui prennent des décisions. Bien sûr, pas des gens qui ne savent pas lire ni écrire, des gens qui ont une certaine culture, qui sont capables d'être à l'Assemblée et parler pour le peuple, parce que le peuple, il a besoin d'aide. Il a besoin de gens comme eux qui nous gouvernent, pas des gens qui sont payés des fortunes exorbitantes pour rien faire et pondre des lois inutiles. Donc on le voit dans les revendications, il y a le dégagisme, il y a aussi la solidarité, ce besoin de solidarité intergénérationnelle et sociale. Et dans l'intergénérationnel, c'est ces retraités qui sont là pour leurs enfants, leurs petits-enfants, en disant ça ne va pas, ce monde-là ne va pas dans le bon sens. Et on va parler justement avec nos invités, Maximilien Dardel et Laura Pister. L'UNL, en tout cas, lutte déjà contre la sélection à travers Parcoursup, contre la réforme du bac et du lycée, contre la réforme de la voie professionnelle qui préfère privilégier les intérêts des entreprises privées plutôt que l'intérêt des lycéennes et des lycéens. C'est contre la politique d'austérité que met en place le gouvernement depuis 1 an et demi et c'est pas nouveau déjà que l'éducation était en manque de moyens, mais là c'est impressionnant, on a eu des suppressions de postes en plus alors qu'on est déjà 35 par classe. On a des établissements qui sont à 2 doigts de tomber tellement ils sont vétustes, avec de l'amiante dans certains. Alors évidemment, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement transversal, donc il y a à l'intérieur énormément de revendications différentes. Je pense néanmoins qu'on peut identifier un corpus de revendications. À la base, on était sur des revendications d'ordre fiscal, la question de la hausse de l'essence. Depuis, ces revendications se sont étoffées ou ont évolué vers des revendications d'ordre plus social, sur la question de la présence des services publics, sur la question de l'hôpital, sur la question de l'ISF, parce qu'on assiste à une période de politisation du peuple français. Le peuple français rentre dans le débat public, dans la vie de la cité, et donc évidemment commence à s'intéresser et à interconnecter différentes questions. 1 300 € sur le salaire minimum, la retraite la plus basse à 1 200 €, les hauts salaires encadrés pour que la distribution des richesses soit meilleure dans la société. On est loin, très loin, de l'extrémisme politique, on est loin, très loin de l'anticapitalisme comme certains le prétendent, on est plutôt sur du bon sens politique, voire du bon sens populaire. Et sur cette question des revendications des Gilets jaunes, Alexis Corbière, député de la France Insoumise, nous a également répondu. La question sociale, on voit bien, les gens réclament une augmentation des salaires, on entend souvent dire qu'il faudrait que le SMIC augmente de 200 €. Il y a beaucoup d'appels à la justice fiscale aussi dans ce mouvement, avec notamment la volonté de dire rétablissons l'ISF, l'impôt sur la grande fortune, qui a coûté fort cher. Et puis, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que ce mouvement porte aussi en lui une critique finalement des institutions. Les gens disent qu'il faut d'autres règles du jeu démocratique. On veut contrôler les élus, il faut supprimer ce Sénat inutile, il faut des référendums possiblement révocatoires, etc. Et on sent que derrière ce mouvement, surtout des Gilets jaunes, c'est une volonté de dignité civique qui revient. Quand il y a une critique portée contre les institutions, ce n'est pas des discours anti-républicains, comme je l'ai entendu parfois. Au contraire, c'est des discours, j'ai envie de dire, hyper républicains. C'est des gens qui disent, mais la 5e République n'est pas un système démocratique, et mettons en place autre chose. La disruption, ce mot cher au gouvernement, on est en plein dedans. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement disruptif. Alors, c'est évidemment pas un mouvement de la Startup Nation, c'est une disruption d'un autre genre, mais c'est totalement disruptif pour le jeu politique. Et on allait demander aux Gilets jaunes qui étaient les hommes politiques qui portaient pour eux un programme différent et disruptif. J'aimerais qu'on se rapproche un petit peu plus des appels de la démocratie que lance M. Asselineau. Je suis pour le Frexit et là je soutiendrai les appels de M. Asselineau. On va dire Mélenchon. Moi je pense que ce bonhomme que je ne pouvais pas voir avant, je le trouve bien. Déjà avant c'était quelqu'un qui me faisait rigoler, mais il ne me fait plus rire du tout aujourd'hui. Je pense que c'est vrai, il est droit dans ses chaussettes ce petit monsieur. Et le monsieur là aussi qui est dans un village et qui hurle beaucoup, qui crie beaucoup, qu'on le fait passer pour un fou là. Il défend le peuple des Gilets jaunes. Moi je le trouve très bien, c'est un député. Il est vraiment très bien. Oui, voilà. Et moi je pense qu'on a besoin de gens comme ça, qui sont partie intégrante du peuple. Il faut que la France redevienne dans un univers social. Il y a des convergences politiques, mais on est loin encore d'un programme
Les Gilets jaunes sont loin encore d'être structurés comme un parti politique, on ne sait même pas si c'est ce qu'ils souhaitent. Maximilien Dardel du Vent se lève nous explique. La récupération politique est très complexe, mais de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que l'élément majeur, c'est la politisation du peuple français, qui ne se traduit pas forcément immédiatement dans l'investissement ou dans la récupération d'un tel ou d'un tel parti politique. Bien malin celui qui dira quel sera le débouché politique concret de ce mouvement. Ce qui est sûr, c'est que c'est une période charnière. Je crois qu'il y a 2 ou 3 scénarios qu'on peut identifier, même s'il est très difficile à l'heure actuelle de dire ce vers quoi on se dirige. Le premier scénario, c'est celui d'une retombée du mouvement qui ne se traduit pas politiquement, institutionnellement, et qui tendrait à aller vers une abstention plus forte aux prochaines élections. L'autre mouvement, c'est celui qu'on a pu voir par exemple en Espagne avec Podemos ou en Italie avec le M5S, c'est l'émergence d'un mouvement qui incarne l'articulation de ces demandes hétérogènes qu'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes, mais pour ça, il manque un peu la question du leader, du tribun, qui est capable d'incarner ces revendications. Le troisième scénario est le rattachement d'une large part des revendications des Gilets jaunes à un parti politique déjà existant. On peut penser, vu le corpus de revendications, à des partis situés à gauche, mais ça reste, à mon avis, l'option la moins probable. Emmanuel Macron, c'est le président Jupiter ultra présent. Et bien ce mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il apporte, c'est qu'on passe d'une personnalisation de la politique, avec Emmanuel Macron, à une dépersonnalisation du mouvement, avec les Gilets jaunes. Si bien que la récupération politique est compliquée. Alors par exemple, souvent, cette semaine et ces derniers jours, l'Avenir en commun a été cité comme un programme politique proche des idées et des revendications des Gilets jaunes. Nous en avons parlé avec Alexis Corbière, qui est revenu sur le lien entre le mouvement des Gilets jaunes et sa formation politique. Je crois que déjà, sans s'auto-congratuler, parce que c'est absurde, mais je pense qu'on a joué un rôle important au début du mouvement. Et ça faisait débat au sein de la France Insoumise sur quelle est la nature des Gilets jaunes. Des amis ont eu une lecture un peu déstabilisée par le fait que ça commençait sur un refus d'augmentation de taxes. Il était de bon ton de dire qu'il y avait un petit côté poujadiste, faisant référence à ce mouvement de Pierre Poujade dans les années 50, de petits commerçants qui s'étaient opposés aux impôts. Bon, et certains, et des gens respectables, ont dit que c'est vraiment pas notre mouvement. C'est pas nous, c'est pas les nôtres, etc. Et nous, à la France Insoumise, on a quand même analysé le fait qu'il fallait être là. Que derrière ça, il y avait une grande protestation contre la vie chère, qu'il y avait un refus des inégalités, de la justice fiscale. Et je crois qu'on a empêché déjà qu'il y ait une lecture, je vais utiliser un terme un peu barbare, une beaufisation de ce mouvement. C'est en fait, c'est un mouvement de beauf, de fumeurs de clopes à la con et des gens qui ne comprennent pas les enjeux écologiques. Notre présence lui a permis de lui donner une assise plus large et de montrer que ça n'était pas ça sa vraie nature, sa dynamique et ça. Donc déjà, je crois qu'on a joué un rôle important. Entre les violences, les revendications, les points d'interrogation qui restent là, quelle sera la suite de ce mouvement des Gilets jaunes? On a essayé de comprendre, de voir quels pouvaient être les scénarios, personne n'est devin. Mais il est important de voir ce qui fera qu'il y a un avant et un après Gilets jaunes sur la scène politique nationale et internationale. Ça ne peut pas se débloquer s'il n'y a pas un changement total de la politique de Macron. C'est clair que si Macron s'en allait demain, on rentrerait dans un processus forcément démocratique d'élection. Alors il y aurait les partis traditionnels et il y aurait sûrement aussi de nouveaux groupes, comme on a pu le voir en Italie, comme on a pu le voir en Espagne avec Podemos ou d'autres... ou dans d'autres pays. Donc là, on verrait apparaître sûrement de nouvelles formes de dialogue et de discussion démocratique, mais je pense que ça risque d'arriver. Enfin, je le souhaite quelque part, très fortement. En fait, j'ai confiance en ce pays. Je me dis qu'il y a plusieurs personnes qui sont compétentes dans ce pays pour pouvoir ensuite savoir qu'est-ce qu'on peut faire après. Je fais ma partie de travail, c'est-à-dire je soutiens le mouvement, parce que c'est vrai, il faut qu'on change le système. Mais après, pour la suite, j'ai assez confiance en fait aux compétences des personnes, des citoyens qui sont ici. La démocratie en France, elle reviendra si on commence à reconnaître le vote blanc, si on commence à plus mettre à l'Élysée des gens qui sont élus avec 17%. Ouvrez les yeux, je m'adresse à toutes les personnes, ouvrez les yeux, renseignez-vous pourquoi on a du chômage en France, renseignez-vous pourquoi, quand on change de gouvernement, ça ne change pas les politiques qui sont menées. Politiquement, c'est vraiment une nouvelle page de notre histoire qui est en train de s'écrire. Où il faut être connaisseur du passé, sans aucun doute, parce qu'il n'y a rien qui s'écrit en vérité si on est ignorant du passé. Mais c'est quand même
quelque chose de totalement nouveau, avec des formes d'organisation nouvelles, avec des stratégies politiques nouvelles, avec des outils nouveaux. Et je trouve ça très passionnant parce qu'il y a une potentialité vraiment de grands changements qui restent là. Il y a un enjeu à ce que toute cette énergie qu'on a vue dans les Gilets jaunes, qui met la question sociale au cœur, qui dit qu'il faut l'écologie, mais une écologie populaire, pas une écologie qui frappe les classes moyennes et les milieux populaires, et surtout un mouvement qui dit qu'il faut de nouvelles institutions. Moi, c'est comme ça que je le lis. Moi, je suis un farouche partisan d'une idée qu'il faut une 6e République et que la seule manière démocratique et apaisée et pacifique de discuter de nouvelles institutions avec le peuple, c'est l'Assemblée constituante dont on a parlé. Et je trouve que dans ce mouvement, ces idées-là circulent de plus en plus. Et je trouve qu'on est quand même à l'aise de discuter de ça de plus en plus. Ce n'est pas des planantes institutionnelles, ça apparaît quand même comme des réponses qui peuvent être entendues par beaucoup de gens. Alors la suite, on ne sait pas, on a vu des pancartes aussi pour avoir Jules président. C'est vrai, c'est une sortie de crise possible. La sortie de crise, elle va être évidemment pas seulement du fait du prince, elle doit être aussi du fait d'un peuple divisé, on le voit, et un peuple qui se pose la question démocratique. Oui, sur cette sortie de crise, moi je ne vois qu'une seule voie finalement, qu'une seule solution, c'est de repasser de toute façon par les urnes. C'est-à-dire, soit on a vraiment une révolution, avec par exemple Macron destitué, imaginons, de toute façon il faudra que le peuple décide, prenne les choses en main et décide de son avenir. Et même si Macron n'est pas destitué, ce qui est quand même plus probable, en tout cas ce qui pourrait se passer, c'est qu'il dissoude l'Assemblée nationale et dans ces cas-là, nouvelles élections législatives et à nouveau, le peuple pourrait aller voter. Et cette fois, il va falloir qu'on se pose des questions de fond, je pense. Par exemple, la représentativité du peuple français à l'Assemblée nationale. Comment expliquer que les milieux aisés, les milieux favorisés, sont largement majoritaires au sein de l'Assemblée, alors qu'ils sont largement minoritaires au sein de la population. Peut-être faut-il réfléchir à une façon d'avoir plus d'ouvriers, plus de travailleurs précaires à l'Assemblée nationale, dont les décisions pourraient du coup peut-être ressembler un peu plus à la vie de tous les jours de ces gens-là. Il faut réenchanter la politique et arrêter avec la politique politicienne, simplement pour que les Français retournent aux urnes et votent pour et arrêtent de voter contre. Ce pour-là, il n'a pas encore de nom, il n'a pas encore de programme, mais clairement, les gens qui sont descendus dans les ronds-points, qui sont allés dans les rues et qui ont commencé un mouvement simple de solidarité locale, nationale, vont vouloir autre chose que des programmes réchauffés comme on l'a vu ces 40 dernières années. Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont-ils changer de cap et répondre aux attentes des Français? C'est finalement la question et c'est peut-être là qu'est la clé pour sortir de la crise. Merci d'avoir suivi cette émission du Monde Moderne. Suivez-nous bien sûr ici sur Facebook, mais aussi sur YouTube, sur Twitter. Parlez-en à vos amis, abonnez-vous à la newsletter. On va continuer de suivre ce mouvement et on ne manquera pas de vous tenir informés. À la prochaine. C'est ça.